Moscou, 24 juin 1945. Défilé des troupes soviétiques qui célèbrent la victoire de leur chef, Joseph Staline. Le communisme a vaincu le fascisme dans la Grande Guerre patriotique. Les drapeaux et les étendards de l'ennemi défaits gisent aux pieds du secrétaire général. Le tsarisme faisait partie de l'héritage de Staline, n'est-ce pas? Si on regarde sa politique étrangère, sa politique envers les États balkaniques, les similitudes avec le régime tsariste sont frappantes. Il y a une anecdote intéressante. L'ambassadeur Harriman, le fameux Avrel Harriman, ambassadeur à Moscou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, accueille Staline à la conférence de Potsdam en lui disant: Maréchal Staline, vous devez être très heureux d'être dans la capitale de votre ennemi en tant que vainqueur. Staline lui a répondu: le tsar Alexandre est allé jusqu'à Paris. Iosif Vissarionovitch Diougashvili est né en Géorgie en 1879. Fils d'un cordonnier, il grandit dans la pauvreté. Sa mère veut en faire un prêtre. Élève intelligent, il reçoit une bourse pour le séminaire de Tbilissi, seul établissement d'éducation supérieure de Géorgie. Social-démocrate depuis 1898, il est emprisonné et déporté pour ses activités révolutionnaires. Staline, l'homme de fer comme il se surnomme, rejoint les bolcheviks et est coopté au comité central à la demande de Lénine en 1912. Après la révolution de février 1917, il rentre d'exil et devient rédacteur en chef de la Pravda, le journal du parti. Il comprenait la valeur de l'information. Ce n'est pas votre situation qui vous rend puissant, qui vous donne du pouvoir, mais l'information. Au commencement était le verbe. Après la révolution d'octobre, Lénine nomme le timide géorgien au poste de commissaire du peuple aux nationalités. Lénine croit que les séquelles chaotiques de la Première Guerre mondiale vont provoquer l'effondrement des gouvernements bourgeois d'Europe sous la pression du prolétariat international. Mais la révolution mondiale ne se produit pas. La guerre civile fait rage en Russie. Les bolcheviks, menés par le commissaire à la guerre Léon Trotsky, en sortent victorieux. La Russie devient le premier pays dirigé par des communistes. Lorsque Lénine subit sa première attaque en 1922, c'est Trotsky qui assiste au défilé célébrant le 5e anniversaire de la Révolution d'octobre. Bien qu'il soit désormais considéré comme le successeur de Lénine, Staline lui dispute le pouvoir. Staline n'était qu'un second couteau parmi les chefs de la Révolution, un apparatchik avide de pouvoir, qui utilisait des méthodes bureaucratiques détournées, intrigues, terreurs, menaces et corruption, pour l'obtenir et le conserver. Bien sûr, personne ne pouvait prévoir ce qu'allait devenir Staline. Je ne crois pas que Lénine ait vu combien il était dangereux. Les dirigeants communistes entourent le cercueil de Lénine. Un seul est absent, Léon Trotsky. Staline lui a câblé une fausse date pour l'empêcher d'assister aux obsèques. Avec ses camarades, Zinoviev et Kamenev, Staline porte le cercueil. Le triumvirat a un but commun, se partager le pouvoir de Lénine. Après l'échec des bolcheviks à porter la révolution prolétarienne dans le monde entier, le parti avait désespérément besoin d'une nouvelle vision. Et Staline lui en a fourni une. Il y a des situations historiques où le meneur n'est pas forcément le plus intelligent, pas forcément le plus perspicace, mais celui qui dit, d'une manière obsessionnelle et quelque peu fanatique: je connais le chemin, camarade. Staline disait: nous sommes assez forts pour propager le socialisme tout seul. Avec ça, il en appelait à la fierté nationale des bolcheviks. Établir le socialisme dans un seul pays, la Russie, est son slogan. L'économie de marché introduite par la nouvelle économie politique de Lénine est incompatible avec la vision communiste de Staline. Il veut une société sans classe, dont les moyens de production seront contrôlés par l'État. Vers 1925-1926, Staline a remis en question la nouvelle économie politique.
Puis, il l'a aboli. Il a supprimé la prohibition sur l'alcool, décrétée par Nicolas II en 1914, et maintenue, en dépit de la guerre civile, jusqu'en 1926, moment où Staline a dit « Un ivrogne ne s'intéresse pas à la politique ». Les capacités de théoricien de Staline étaient relativement limitées, ce qui peut expliquer pourquoi il était méprisé par un certain nombre de théoriciens bolcheviques. Ce que Staline et Lénine avaient en commun, c'est qu'ils étaient extraordinairement en phase avec l'esprit de leur temps. Staline commence par démettre de ses fonctions Léon Trotsky, partisan de la Révolution mondiale, à cause de ses positions trop à gauche de la ligne du parti. Puis, il se retourne contre ses anciens camarades. Zinoviev et Kamenev sont dépouillés de tout pouvoir. Kamenev ne rentrera en grâce qu'après un humiliant étalage d'autocritique. Staline flattait les tendances démocratiques et égalitaires de la nouvelle base du parti. Comme il l'a dit au 15e congrès du parti bolchevique en décembre 1927, nous n'avons pas besoin de noblesse chez nous. Il fait emprisonner Trotsky, son adversaire le plus dangereux, et dans la plus pure tradition tsariste, l'exile en Sibérie. Il accuse ensuite les tenants de la nouvelle économie politique de Lénine d'être des déviationnistes de droite et les écarte du pouvoir. Staline était un politicien pointilleux et déterminé quand il s'agissait de son pouvoir politique et personnel. Et un immense pays était soumis à ses intérêts. Les principaux représentants de la fonction staliniste n'étaient pas de simples instruments du pouvoir de Staline. C'étaient ses compagnons de lutte, et c'est avec leur aide qu'il avait pu mener à bien cette révolution par le sommet sans précédent. Le projet « Construire le socialisme dans un seul pays » débute par la présentation du premier plan quinquennal. Le parti doit tout faire pour développer l'industrie lourde et collectiviser l'agriculture. Le principe de Staline, tout pour le pays, rien pour l'individu. La dissidence n'a pas sa place. Qui est contre la ligne du parti est un ennemi du peuple. Imaginez, Staline fait un discours, puis divise le pays en 3 grands territoires. Le premier doit être entièrement collectivisé au printemps 1931. Les autres doivent suivre au printemps 1932. Il en restera un, on leur donnera en 1933. C'est lui qui a déterminé avec précision ce que devaient faire les paysans et à quel moment. Cette collectivisation a été d'une brutalité épouvantable. À grand renfort de propagande, les fermiers indépendants sont forcés de se regrouper en exploitation collective dirigée par l'État, les kolkhozes. La collectivisation renverse la politique de Lénine, qui encourageait les paysans à s'emparer des terres des grands propriétaires avec le slogan « Reprenez ce qui vous a été volé ». C'était sa manière de les gagner à la Révolution. À présent, Staline leur reprend tout. Les fermiers prospères, appelés koulaks, sont déclarés ennemis du peuple. Bon nombre sont exécutés, d'autres sont expulsés du pays ou déportés. La collectivisation dégénère en une guerre de terreur contre les paysans. Elle va durer plusieurs années et mener à la catastrophe. Rien qu'en Ukraine, le grenier de l'Union soviétique, plus de 4 millions de gens meurent de faim au début des années 30. Beaucoup de leaders bolcheviques et de camarades de Staline étaient d'avis que la révolution de haut en bas était faite. À présent que les fermiers étaient expropriés, le but du système était atteint et le socialisme implanté en Russie. Les paysans ayant perdu leur propriété et les coopératives, les kolkhozes étant en place,
Il était temps de passer au développement de l'économie planifiée. Et cela signifiait que toute la population allait y participer. Ils croyaient que le but était atteint. Et ce n'est pas une coïncidence si on a appelé le premier congrès du parti qui a suivi la collectivisation, le 17e congrès en janvier 1934, le congrès des vainqueurs. En d'autres termes, ceux qui avaient vaincu la communauté agraire russe. En 1934, le 17e congrès du parti consacre la victoire et les communistes veulent célébrer leur succès. La collectivisation de l'économie agraire est accomplie, l'industrialisation progresse bien. Le bilan de Staline est applaudi, mais aucune discussion politique ne s'ensuit. Parmi les 1200 délégués se trouve le jeune Nikita Khrouchtchev. Mon père parlait tout le temps de Staline. Staline était un personnage très charismatique. Il subjuguait ceux qui l'entouraient. Mon père ne disait pas de bien de lui. Mikoyan en parlait tout le temps. D'autres gens, comme Molotov, en disaient du bien. Mais ils parlaient tous de Staline jusqu'à la fin. Staline est persuadé d'avoir le soutien de tous les délégués. Mais sa politique de violence en rebute plus d'un. Durant le vote secret du comité central, 300 représentants le rayent de la liste, tandis que Sergueï Kirov, le chef du parti de Leningrad, obtient le meilleur résultat avec seulement 3 votes contre lui. Il est acclamé avec enthousiasme. Staline ne peut l'accepter. Il fait disparaître les bulletins qui lui sont défavorables. Apparemment indifférent, il pose avec les délégués pour les photographes. Mais sa terrible méfiance est éveillée. Peu après, Kirov est tué par balle. 70% des membres du comité central qui ont participé au vote du congrès des vainqueurs ont été assassinés par Staline dans les 3 ou 4 ans suivants. La Loubianka, siège des services secrets, devient le siège de la terreur. Des milliers de gens disparaissent à jamais derrière ces portes. Lors de procès spectacles, les anciens alliés de Staline, comme Kamenev, Zinoviev et nombre d'opposants de l'intérieur, sont accusés publiquement, forcés d'avouer et condamnés à mort sous les acclamations de la foule. Le parti se retrouvait victime de la terreur qu'il avait lui-même instaurée contre les éléments et les groupes non bolcheviques du pays. Mexico, 1937. Trotsky, expulsé du RSS par Staline, qui l'accuse d'être un espion capitaliste, condamne les procès-spectacles de Moscou. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Mais Staline a le bras long. En août 1940, Léon Trotsky est assassiné dans sa résidence mexicaine. En Union soviétique, des millions de gens sont fusillés. Les purges atteignent tout le pays. Demander comment mon père a survécu à Staline, c'est comme demander à quelqu'un comment il a survécu à un tremblement de terre. Par hasard, parce qu'il a eu de la chance. C'est tout. En 1937, j'ai aidé mon père à nettoyer sa bibliothèque, comme on disait alors. Mon père et moi avons transporté des paniers pleins de livres de Trotsky, Zinoviev, Kamenev et d'autres qui étaient en disgrâce pour aller les brûler dans la chaudière de la cave. Et tous les jours, nous les attendions. Père allait être emmené et disparaîtrait. N'importe qui peut se faire arrêter sur simple dénonciation.
Le goulag, immense réseau de camps de concentration, est créé. Les condamnations arbitraires pleuvent. La résistance est réduite au silence par l'oppression. La terreur de Staline coûtera des millions de vies. C'était un véritable empire du mal, dans lequel l'individu n'était rien. Et c'était valable non seulement pour ceux qui résistaient au système et n'étaient pas d'accord, mais aussi pour ceux qui lui étaient totalement dévoués. Toute la vieille garde léniniste a été liquidée, tout le monde. L'opposition interne était complètement éradiquée dès les années 30. Ils étaient physiquement détruits, qu'ils soient tués sur place ou assassinés au goulag. En prison, j'étais avec des militaires de haut rang, des travailleurs du parti, secrétaires locaux et de district, des membres du NKVD. Aucun corps professionnel n'avait échappé à ce chantier. Personne ne se souciait du nombre de morts. Personne ne se souciait de la manière dont on était logé ou vêtu. Personne ne s'y intéressait. On s'arrangeait pour survivre le plus longtemps possible. C'était comme ça. C'était une lutte politique. Nous voulions construire une société égalitaire et, sur cette base, résoudre les problèmes intérieurs et extérieurs les plus pressants de notre pays. Puis s'est posée la question de savoir comment procéder. Des centaines de milliers de prisonniers avaient besoin d'un emploi. Nous avons donc lancé les grands projets. Staline découvre que la main-d'œuvre carcérale est un facteur économique. Les prisonniers sont utilisés pour des projets colossaux comme le canal de la mer Blanche, le chemin de fer de Sibérie ou l'extraction d'or à Magadan. Après 1937, quand des millions d'ennemis du peuple ont été déportés, il a été décidé qu'ils devaient travailler. Premièrement, on avait besoin d'or. Et deuxièmement, les gens étaient censés mourir à la tâche. En hiver, on ne nous battait pas. Si quelqu'un ne pouvait plus travailler, on le laissait tranquille, mais on lui prenait son manteau. Il devait travailler ou mourir de froid. Un homme qui marchait devant a trébuché. Je ne le connaissais pas. Nous marchions dans la toundra et il est tombé hors du rang, sur la gauche. Un mitrailleur est arrivé immédiatement et l'a tué sur place. Puis les chiens l'ont déchiqueté. C'était terrible, mais nous avions l'habitude. Je n'ai jamais renoncé. C'est pour ça que j'ai survécu. Malgré la grande terreur, la réputation de Staline demeure intacte. Les prisonniers ont cru jusqu'à la fin que Staline n'avait rien à voir avec tout ça, qu'on l'avait trompé, que c'était de la propagande impérialiste, ayant pour seul but de dénigrer Staline et le gouvernement. Nos grands scientifiques, qui jouaient un rôle très important dans notre développement économique,